Bonjour mesdames et messieurs, ici Léon Weinstein au micro, depuis Los Angeles, Californie. Nous savons tous déjà que 12 minutes après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, 2 roquettes ont été tirées depuis l'Israna en direction d'Israël. Ensuite, voici ce qui s'est passé. Avec Ekim. Le président Donald Trump se rend actuellement aux Pays-Bas où il participera au sommet de l'OTAN. La visite a lieu seulement quelques heures après que l'accord clé de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran semble avoir été bloqué. Voyons ce qui s'est passé. Ce matin, les secouristes israéliens ont annoncé qu'une roquette iranienne avait frappé la ville méridionale de Beersheva, faisant 4 morts et une vingtaine de blessés. Après cela, Israël a accusé l'Iran d'avoir lancé de nouveaux missiles et d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu. Israël a ensuite déclaré, je cite, qu'il répondrait par la force. Cependant, l'Iran nie avoir violé l'accord. Le président Trump, cherchant à sauver l'accord, a eu une conversation téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La Maison-Blanche a déclaré qu'il a adopté une position ferme sur ce qui est nécessaire pour maintenir le cessez-le-feu. Après cette conversation, Netanyahou a déclaré qu'il s'était abstenu de nouvelles attaques. Cependant, avant cela, le président ne cachait pas son irritation. Écoutez. Je pense qu'ils l'ont tous les deux violé. Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr qu'ils l'aient fait intentionnellement. Ils n'ont pas réussi à retenir les gens. Je n'aime pas du tout qu'Israël ait fait cela ce matin. Et je vais essayer d'arrêter cela. Israël, dès que nous avons conclu l'accord, est sorti et a largué une quantité de bombes comme je n'en avais jamais vu auparavant. C'était le raid le plus puissant que nous ayons vu. Je ne suis pas satisfait d'Israël. Vous savez, quand je dis d'accord, maintenant vous avez 12 heures, vous ne sortez pas dès la première heure pour leur larguer tout ce que vous avez. Donc je ne suis pas satisfait d'eux. Je ne suis pas satisfait de l'Iran non plus. Nous avons essentiellement 2 pays qui se battent depuis si longtemps et avec tant de férocité qu'ils ne comprennent même plus, bon sang, ce qu'ils font. Et quelle est la réaction d'Israël ? Hey Eli, merci de nous avoir rejointes à nouveau aujourd'hui sur 24/7. Quelle est la situation actuelle ? Y a-t-il une chance que cet accord tienne vraiment ? Eh bien, nous observons la réponse à cette question en temps réel. Je peux dire qu'il y avait beaucoup de confusion ici ce matin, lorsque les sirènes sont retenties et que nous courions tous à l'abri encore et encore. On se demandait si la trêve avait été rompue et quand exactement les hostilités étaient censées cesser. Peut-être que c'est la dernière salve de roquettes avant que tout n'entre en vigueur, parce que cela arrive souvent avant une trêve, partout dans le monde. Les parties en conflit ont souvent tendance à se bombarder juste avant la cessation des hostilités. Et puis, une véritable inquiétude est apparue, lorsqu'il est devenu clair que ces frappes de roquettes du matin avaient fait des victimes. Est-ce que cela signifie qu'Israël va riposter et que tout va s'effondrer ? Actuellement, la trêve tient, mais la situation est très fragile et imprévisible, donc tout le monde agit avec une extrême prudence. Donc, après la déclaration du ministre de la Défense israélien selon laquelle une série de frappes sur Téhéran et ses environs va suivre en réponse à l'assassinat de 4 personnes, certains disent d'eux-mêmes qu'une 5e personne est déjà morte. À Beersheva, une attaque a eu lieu et tout s'est figé. Il semble que l'appel de Trump ait eu son effet. Nous ne savons pas qui a envoyé les roquettes, ni pourquoi. Peut-être que ce sont des gens qui voulaient que la guerre continue, ou bien la main gauche qui ne savait pas ce que faisait la droite. Mais, au moins, ce n'est pas une attaque coordonnée, mais un épisode isolé. Je suis très heureux que le désir d'Israël de changer le régime en Irak n'ait pas embrouillé l'esprit des dirigeants du pays. Ou peut-être que l'appel de Donald Trump a dissipé ces esprits. La poursuite de la guerre, des bombardements, des destructions, on ne sait pas si cela apportera le résultat que nous espérions. Un changement de régime islamiste vers un régime laïque peut être une monarchie constitutionnelle ou une autre option. Mais ce n'est qu'une des 6, 7, voire 10 options possibles d'évolution des événements. Toutes les autres options ne me plaisent pas du tout, toutes les autres, sauf celle-ci. Le changement de régime en Iran, en général, ce n'est pas notre affaire.
En Irak, ils ont changé de régime et probablement qu'à partir de l'Irak, il y a moins de menaces pour Israël, ou même plus du tout de menaces. Mais pour le monde, cela a globalement renforcé l'Iran parce qu'ils se contrebalançaient l'un l'autre. Donc, en Iran, il y a une opposition, il y a le fils du Shah qui vit en exil, il y a une armée que ni Israël, ni les États-Unis n'ont touchée. Mais que dit-on de l'opération visant à arrêter les actions militaires et à détruire le potentiel nucléaire de l'Iran aux États-Unis eux-mêmes, disons, sur les chaînes hostiles où Donald Trump est, pour le dire gentiment, détesté? Il reste un peu moins de 30 minutes ici. Eh bien, tout d'abord, tout a duré plus longtemps que ce à quoi je m'attendais. Mais il y a eu 4 moments qui m'ont frappé. Le premier, c'est le niveau de secret de cette opération. Le fait que les avions aient décollé du continent des États-Unis. Depuis le Missouri, et ils ont volé, je crois, plus de 18 heures avec plusieurs ravitaillements en vol. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est la mise en œuvre même de ce plan d'une telle ampleur, avec la participation des forces armées des États-Unis, apparemment dans plusieurs régions à la fois. Tu sais, cet appât dont tu parlais est parti dans l'océan Pacifique pour détourner l'attention de ce qui se passait dans une autre direction. Et un autre point qui m'a frappé, c'est que personne, quand le président du comité des chefs d'état-major interarmés a dit qu'aucun avion iranien n'avait décollé et qu'aucun tir n'avait été effectué contre les avions militaires américains. Tout cela, à mon avis, monsieur simplement, d'après ce qu'on nous raconte, cela paraît assez impressionnant. Elle a dit que quelque chose que Trump avait fait les avait impressionnés. Je ne crois ni ce que je vois, ni ce que j'entends. Regardez ces sondages, ce sont des données récentes du week-end. D'ailleurs, c'est l'un des instituts de sondage les plus précis en 2024. Donald Trump a un taux d'approbation de 54,4%. C'est pour la période du 18 au 20, juste avant qu'il n'annonce la frappe contre l'Iran. Et ce ne sont pas que des chiffres. Trafalgar, encore une fois, l'un des instituts les plus précis, montre que Trump a 53% d'approbation, et cela aussi pour le week-end dernier. Et regardez ça, voilà ce qui influence ces chiffres concernant la question des jeunes électeurs. Ce sont des données provenant, encore une fois, de l'un des instituts les plus précis de l'année 2024. Regardez ces chiffres. Parmi les électeurs de moins de 40 ans, faites attention au groupe d'âge jusqu'à 40 ans dans lequel Donald Trump a gagné 24% de soutien supplémentaire. Maintenant, parmi les jeunes, 61% soutiennent Donald Trump. Messieurs, quand nous avons 51%, c'est ce qu'on appelle un big deal, oui, mais 61%, c'est tout simplement fantastique. Fantastique. Surtout dans ce groupe, où les démocrates disaient « l'avenir est à nous, la jeunesse est avec nous ». 61% ont soutenu Donald Trump, c'est du jamais vu. Quand un président a un taux de soutien d'environ 50%, c'est considéré comme élevé parce que ce n'est pas du 50-50, c'est 50 pour, 37 contre. Les autres n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe dans le monde autour d'eux. Eh bien, regardez le soutien à Trump. En direct vendredi. Le sondage nocturne de Rasmussen du 18 juin a montré un résultat tout simplement stupéfiant, 56% d'approbation, ce qui, encore une fois, correspond à peu près à d'autres sondages, et pour être précis, 55,98%. Et encore une fois, ce n'était pas seulement Rasmussen. Insider Advantage a donné à Trump 54% d'approbation. C'est 10 points de plus que ses chiffres négatifs. Il est intéressant de noter que cette opération et l'attitude du peuple envers Trump pourraient aider à faire passer au Sénat le projet de loi principal dont tout le monde parle. Si cela se produit, en 2026, les républicains obtiendront une majorité significative au Sénat et au Congrès, et en 2028, il est fort probable que quelqu'un de l'équipe de Trump, recommandé par lui, entrera à la Maison-Blanche. C'est un projet de loi qui modifie de nombreux principes introduits dans la vie des États-Unis par Obama, Biden, y compris Hillary.
Eh bien, naturellement, cela inclut aussi le camarade Soros. Et ce projet de loi, c'est une grande et magnifique loi. Comme le dit Trump, c'est l'expulsion du socialisme, du globalisme et du sarrazisme de la vie américaine. Il y a une autre raison pour laquelle la cote de popularité de Trump va continuer à augmenter, et c'est la plus importante de toutes. Nous allons tenir bon avec courage, rêver avec audace, et rien ne pourra nous arrêter parce que nous sommes des Américains. L'avenir nous appartient et notre âge d'or ne fait que commencer. Wow. C'est une époque tellement passionnante à vivre. En ce moment même, l'Amérique retrouve sa place légitime en tant que nation la plus grande, la plus puissante et la plus prospère de la Terre. Nous avons déjà tant de raisons de célébrer. Des frontières plus sûres, l'élimination, l'autorisation de forêts bébés et 1000 milliards de dollars de nouveaux investissements injectés dans l'économie. Nous sommes à l'aube de ce qui sera connu comme la période la plus prospère de l'histoire de l'Amérique. Trump donne de l'espoir à l'Amérique, il donne un sentiment de confiance en l'avenir, la certitude que les problèmes peuvent être résolus et qu'ils le seront. Option limitée. Toutes leurs forces par procuration régionale, du Hamas au Hezbollah, même les Houthis. Option limitée. Toutes leurs forces par procuration régionale, du Hamas au Hezbollah. Même les Houthis au Yémen semblent maintenant relativement neutralisés. Pour le moment, donc leurs capacités sont très limitées. Ils ont quelques proxies en Irak, donc nous verrons ce qui se passera là-bas avec nos bases militaires. Et bien sûr, il y a des inquiétudes que certaines cellules dormantes aient pu s'infiltrer par la frontière sud à cause de l'inaction de Biden. Mais, monsieur, pour l'instant, il semble que l'Iran ait effectivement des capacités très limitées pour riposter. Toute résistance supplémentaire conduira probablement à une humiliation internationale encore plus grande et au régime. Il vaudrait peut-être mieux envisager des négociations pour survivre, puisqu'il a été complètement surpassé, pour ainsi dire. Mais dans tous les cas, je pense que Donald Trump a démontré non seulement au pays, mais aussi au monde entier, à quel point notre armée est légendaire, et donc à quel point il l'est lui-même. La situation en Iran est vraiment mauvaise. Elle l'était déjà avant l'attaque israélienne et elle est devenue encore pire. À quoi cela peut-il mener en fait ? L'économie de l'Iran est en grande difficulté. L'économie iranienne est en profonde crise et on n'y prête pas suffisamment attention. Israël, dans ses... Ce week-end a frappé les réservoirs de pétrole iraniens et des parties du plus grand gisement de gaz d'Iran. L'économie iranienne a traversé ce que l'on appelle une décennie perdue de croissance économique, accompagnée d'une forte inflation. Les marchés boursiers et des matières premières rouvrent à nouveau. Après le krach de vendredi, lorsqu'Israël a attaqué l'Iran, le pétrole s'est retrouvé au centre de l'attention. Alors que le monde entier suit les tensions avec Israël, une histoire bien plus importante se déroule à l'intérieur de l'Iran. Les prix augmentent rapidement et l'inflation approche les 50%. La monnaie, le rial, s'est effondrée de façon spectaculaire. Sur le marché noir, on donne maintenant plus de 700 000 rials pour $1 américain. C'est 10 fois plus qu'il y a seulement 7 ans. Pour être clair, en 2018, on donnait 70 000 rials pour $1 et maintenant c'est 700 000. C'est une inflation effrayante, et cela alors que l'Iran a plein de ressources et une population très intelligente. Et la situation était comme au Venezuela, sauf qu'ici c'est l'islamisme et là-bas c'est le socialisme. Le socialisme. Cette crise n'est pas seulement liée aux sanctions ou à un échec. Elle est dirigée par tout un réseau de corruption élitiste et d'isolement mondial qui étouffe silencieusement le pays. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qui se passe réellement et pourquoi l'économie de l'Iran, l'un des pays les plus riches en ressources au monde, meurt d'une mort lente et douloureuse. Commençons par discuter des problèmes actuels qui tourmentent leur économie. Le rial iranien est au cœur de ce chaos. En 2018, on pouvait obtenir 70 000 rials pour $1. À la mi-2025, ce chiffre a grimpé à 700 000 voire 800 000 rials. C'est une chute de valeur par 10. Pour les Iraniens, cela signifie que chaque visite au marché devient une loterie.
Un sac de riz qui coûtait 100 000 rials il y a quelques années coûte maintenant presque 1 million. Les salaires ne suivent pas la hausse des prix. La plupart des travailleurs gagnent environ 40 millions de rials par mois, ce qui suffit à peine pour la nourriture et le loyer. La Banque centrale a essayé de résoudre le problème en imprimant plus d'argent, mais, comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a fait qu'aggraver la situation. Cela a stimulé l'inflation, qui a atteint des sommets historiques chaque année ces dernières années. La situation est pire avec les produits alimentaires. Les prix du pain et du beurre ont augmenté de 50% depuis 2023. Les produits importés, comme les téléphones ou les pièces détachées automobiles, sont considérés comme des articles de luxe, car le réal ne vaut presque rien à l'étranger. Ce ne sont pas simplement des chiffres sur un écran. Ce sont des familles qui sont obligées de sauter des repas pour joindre les deux bouts. À cause de la flambée des prix, un emploi disparaît très rapidement. Le taux officiel de chômage est d'environ 10%, mais il s'agit probablement d'une estimation sous-évaluée. Parmi les jeunes, ce chiffre est plus proche de 30%, car près d'un Iranien sur 4 de moins de 30 ans est sans emploi, et parmi les jeunes femmes, il est encore plus élevé, autour de 42%. L'industrie iranienne s'effondre, elle aussi. Prenons par exemple le secteur automobile, qui était autrefois une source de fierté nationale. En 2011, elle produisait 1 400 000 voitures et employait des milliers de personnes. En 2024, la production a à peine atteint 1 million. En raison des sanctions qui ont bloqué l'accès aux composants et aux marchés, les usines et des villes comme Tabriz ferment, laissant des ouvriers qualifiés sans emploi. La situation est assez similaire pour la Chine, sauf que la Chine était un producteur mondial, alors que l'Iran n'était qu'une simple station-service. Du moins ces dernières années. Mais les problèmes, que ce soit pour le tolérance ou pour les commissaires, sont les mêmes et pour la même raison. Le principal, en captivité, c'est que pour une raison quelconque, le processus de pensée, l'appareil mental en général, fonctionne mal. Il ne fonctionne que pour la survie, et c'est tout. Netanyahou, qui a arrêté les attaques contre l'Iran, a déclaré à la tribune que si l'Iran reprenait son programme nucléaire, il lui en coûterait cher. Pour les Iraniens, cela signifie que chaque visite au marché devient une loterie. Un sac de riz qui coûtait 100 000 rials il y a quelques années coûte maintenant presque 1 million. Les salaires ne suivent pas la hausse des prix. La plupart des travailleurs gagnent environ 40 millions de rials par mois. Cela suffit à peine pour la nourriture et le loyer. La Banque centrale a essayé de résoudre le problème en imprimant plus d'argent. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a fait qu'aggraver la situation. Cela a stimulé l'inflation, qui a atteint des sommets historiques chaque année ces dernières années. La situation est pire avec les produits alimentaires. Les prix du pain et du beurre ont augmenté de 50% depuis 2023. Les produits importés, comme les téléphones ou les pièces détachées pour voitures, sont considérés comme des articles de luxe, car le rial ne vaut presque rien à l'étranger. Ce ne sont pas que des chiffres sur un écran. Ce sont des familles qui sont obligées de sauter des repas pour joindre les deux bouts. À cause de la flambée des prix, un emploi disparaît très rapidement. Le taux officiel de chômage est d'environ 10%, mais il s'agit probablement d'une estimation sous-évaluée. Parmi les jeunes, ce chiffre est plus proche de 30%, car près d'un Iranien sur 4 de moins de 30 ans est sans emploi, et parmi les jeunes femmes, il est encore plus élevé, autour de 42%. L'industrie iranienne s'effondre également. Prenons par exemple le secteur automobile, qui était autrefois une source de fierté nationale. En 2011, elle produisait 1 400 000 voitures et employait des milliers de personnes. En 2024, la production a à peine atteint 1 million. À cause des sanctions qui ont bloqué l'accès aux composants et aux marchés, des usines et des villes comme Tabriz ferment, laissant des ouvriers qualifiés sans emploi. Mais les médias américains n'arrivent toujours pas à se calmer et, même en comprenant qu'ils ont l'air idiots, ils continuent de marmonner quelque chose. CNN, c'est de la racaille, tout comme MSNBC. Nous avons révélé le projet nucléaire d'aujourd'hui. Non, nous avons fait échouer le projet nucléaire de l'Iran. Si quelqu'un en Iran tente de relancer ce projet, nous agirons avec la même détermination, avec la même force, pour mettre fin à toute tentative de ce genre. Je le répète, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. De la part du président des États-Unis, mais il passe outre les attaques personnelles que le président a lancées contre lui. C'est le résultat des efforts politiques que j'ai entrepris avec l'armée de défense d'Israël. C'est le résultat d'efforts diplomatiques fructueux que j'ai menés avec le ministre Derner, le président Trump et son équipe. Je dois dire qu'Israël n'a jamais eu d'amis plus fidèles à la Maison-Blanche que le président Trump et je lui suis très reconnaissant pour nos efforts communs. Cela a une importance énorme pour la sécurité nationale d'Israël, pour la sécurité de chacun d'entre vous, de vos enfants et petits-enfants, pour votre avenir et pour tout le Moyen-Orient. Nous avons détruit l'installation principale d'enrichissement à Natanz, l'usine de retraitement de l'uranium à Ispahan, et le réacteur à eau lourde à Arak.
Notre ami, le président Trump, s'est joint à nos efforts d'une manière sans précédent. Sur ses instructions, les forces armées américaines ont détruit l'installation souterraine d'enrichissement. Il est intéressant de noter que les présentateurs savent qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, et ils savent que nous savons qu'ils savent qu'ils mentent, et pourtant, ils continuent de mentir. En vérité, presque plus personne ne les regarde, mais ils continuent et continuent. Que faire? Mentir. Je pense que tout était complètement détruit. Je pense que si nous sommes ici, c'est précisément parce que ces pilotes, les pilotes de la bataille, ont fait un travail incroyable. Et vous savez, les fausses nouvelles du genre, les particularités de NN, ils essaient, ils disent « Je suis d'accord que cela a été détruit, mais peut-être pas de cette façon. » Vous savez ce qu'ils font? En réalité, ils nuisent à d'excellents pilotes qui ont risqué leur vie. Nous avons déjà entendu cela, et honnêtement, nous le savions depuis longtemps. L'Iran ne rétablira jamais son programme nucléaire. Absolument pas de là-bas. Cet endroit est sous une épaisse couche de roches. Cet endroit est détruit. Les pilotes de la bataille ont accompli leur mission. Ils l'ont fait mieux que quiconque aurait pu l'imaginer. Ils ont frappé tard dans la soirée, il faisait sombre, sans lune, et chacun de ces projectiles a atteint sa cible. Et cet endroit n'existe plus. Il n'y a pas de cicatrice. Mais quand je regarde CNN toute la nuit, ils essayèrent de dire « Eh bien, peut-être que ce n'était pas aussi détruit qu'on le pensait. C'était détruit. » Regardez ces frappes précises et tout deviendra clair. Cet endroit n'existe plus. Et je dirais que je pense que nous devons présenter des excuses aux pilotes de la bataille. Je pense que nous devons vraiment nous excuser. Je pense que ces gars-là, ces chaînes de télévision et ces réseaux câblés sont de vrais perdants. Ils le sont vraiment. Eh bien, là-bas, il y a nos gares honnêtes avec... D'accord. Vous nous rejoignez ici, Kate Baldwin, John Berman. Vous nous avez rejoints, avec vous, Kate Baldwin et John Berman. Et nous continuons à discuter d'une évolution vraiment très importante des événements au cours des 48 à 72 dernières heures, où tout s'est déroulé rapidement et de façon imprévisible. Et maintenant, il y a de nouvelles déclarations du président des États-Unis. Regardez, messieurs, leurs visages allongés. Regardez-les en face, après avoir entendu qu'ils sont des menteurs, dit directement pendant l'émission, en direct. Ils ne peuvent rien lui faire, qu'ils sont des vendus, des salauds. Ils savent très bien que tout cela est vrai. Mais le plus vexant, c'est qu'ils se vendent pour une bouchée de pain. Le président dit deux choses. Passons à la suivante. Premièrement, il dit qu'il ne pense pas que Térémiria ait été violée. Quand une autre journaliste lui a demandé son avis à ce sujet, il a répondu « Je pense que certaines parties l'ont violée. Point. » Et il est tout à fait clair qu'il n'est pas satisfait de la façon dont les événements se déroulent ce matin. Mais maintenant, il monte à bord du Marine One, se dirigeant vers le sommet de l'OTAN aux Pays-Bas. Et le président ne sait pas. Le président des États-Unis ne sait pas si cette trêve est en vigueur ici, si elle est toujours en place. Voilà où nous en sommes ce matin. Il pense que certaines parties l'ont violée. Et vous l'avez entendu à la fin? Ce sont des mots qui expriment, je pense, une véritable déception à l'égard d'Israël et de l'Iran à cause de ce qui s'est passé après que le président a condamné cet accord. En disant qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font et que ces gosses-là doivent se calmer, c'est absurde. Nous serons ici. Aujourd'hui, nous reviendrons à plusieurs reprises sur ces propos et nous attendrons de nouvelles réactions de la région. Connectons notre équipe pour couvrir ce sujet. Nous sommes en direct de la Maison-Blanche avec la correspondante de CNN, Elena Tree. Jérémy Diamond est en ligne depuis Israël et Fred Pleitgen travaille également pour nous ce matin à Téhéran. Elena, d'abord à vous. C'est un point de vue très important que le président Trump a exprimé ce matin. C'est NM tout à fait. Je viens juste d'être sur la pelouse sud avec le président lorsqu'il nous a parlé ce matin avant de partir. Il nous a parlé. Écoutez, il est vraiment, vraiment agacé et en fait franchement en colère. Je dois le souligner. Je passe beaucoup de temps avec le président Trump. C'est l'un des moments où je l'ai vu le plus visiblement en colère. Et il est tout à fait clair qu'il est en colère contre les deux pays, à la fois Israël et l'Iran. Nous lui avons demandé s'il croyait que le régime de cessez-le-feu était respecté et maintenu. Après cela, nous avons vu ce qui semblait être un missile, peut-être lancé depuis l'Iran.
Et ensuite, il y a eu les déclarations fermes du ministre des Affaires étrangères d'Israël, qui a dit vouloir répondre avec toute sa puissance. Le président a dit qu'il croit et espère que le cessez-le-feu sera maintenu. Ensuite, il a dit que dès qu'il aura terminé de parler avec nous, il compte passer des appels pour essayer d'arrêter cela. C'était une citation directe. Il a dit « Je vais essayer d'arrêter cela ». Et, comme nous le savons, Trump a appelé « Eh bien… » En Israël, je pense, Bibi. Et peut-être à quelqu'un qui négocie avec l'Iran. D'ailleurs, il n'est pas clair qui prend les décisions en Iran aujourd'hui. L'ayatollah lui-même, d'autres ayatollahs, le cabinet des ministres, le commandant en chef de quelque chose, s'ils en ont un. Parce que dès qu'il était nommé, les Israéliens l'éliminaient immédiatement. Mais le fait qu'il y ait des négociations actives entre l'Iran, la Russie et la Chine, et que nous soyons à l'intérieur des forces dirigeantes en Iran, cela est tout à fait clair. Et voici la question suivante qui se pose, Pretty. Des commentaires assez cinglants à l'égard de Benjamin Netanyahou. Heureusement, il semble que la situation se soit calmée maintenant. Il semble que Donald Trump y soit parvenu. Est-ce qu'il a réussi à dissuader Benjamin Netanyahou de poursuivre cette guerre? Et si Israël recule, l'Iran reculera-t-il? Qui sait? Mais en même temps, je pense vraiment que c'est une situation, peu importe qui l'a commencé. En réalité, cela pose une question plus sérieuse aux États-Unis. Si ces deux-là veulent continuer à se battre l'un contre l'autre alors que nous essayons d'empêcher cela. Et vous savez, encore une fois, il semble que le régime de cessez-le-feu soit vraiment rétabli et fonctionne ici. Mais si la situation devient incontrôlable, à quel moment les États-Unis diront essentiellement que nous n'avons plus d'intérêt stratégique dans ce conflit? Parce que, gardez cela à l'esprit, il convient de noter qu'à la différence de ceux qui souhaitent un changement de régime en Iran, qu'il s'agisse des seigneurs néoconservateurs américains comme Mark Levin et bien d'autres, ou de Benjamin Netanyahou lui-même, qui, Gadania, était un fervent partisan. Celle-ci, l'objectif réel, l'objectif déclaré, et d'ailleurs l'objectif auquel je crois pleinement, c'est l'administration Trump. Pendant tout ce temps, il ne s'agissait pas d'un changement de régime en Iran, ce n'était pas une guerre contre l'Iran. Pendant tout ce temps, il s'agissait simplement du fait qu'il ne voulait pas que l'Iran possède des armes nucléaires. Et maintenant, après que le coup a déjà été porté, lorsque les États-Unis, en fait, se sont retirés du jeu, se sont retirés de l'agenda, à quel moment allons-nous, en fait, dire que vous savez, nous ne voulons pas nous en mêler? N'est-ce pas? Ce n'est plus notre guerre au Moyen-Orient. C'est une grande question qui, à mon avis, se pose actuellement. Et surtout compte tenu des récentes déclarations de Donald Trump où il dit en fait que son soutien à Netanyahou et au gouvernement Netanyahou n'est pas inconditionnel. Tout cela aussi coïncide avec de nombreux moments de tension qu'ils ont vraiment eus au cours des mois précédant cette frappe. En réalité, il existe depuis longtemps une certaine tension entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou que nous devons discuter ici. Parce que, encore une fois, cela a commencé bien avant ces déclarations. Donc nous allons analyser tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui, et nous vous parlerons également des véritables mises à jour concernant apparemment le rétablissement du cessez-le-feu. Voyons combien de temps cela va durer. Vraiment, qui sait? J'espère, vous savez, que cela va durer très longtemps ici. Mais si cela ne se produit pas à nouveau, je pense que les États-Unis devront se poser des questions très sérieuses sur notre objectif stratégique à ce stade. Parce que, comme on nous l'a dit, eh bien c'est ce qu'on nous a promis. D'ailleurs, si nous détruisons simplement les installations nucléaires et le potentiel de l'Iran, alors tout ira bien. Non, bien sûr, nous n'essayons pas de nous enliser en Irak ou de créer un Irak de zéro, mais très bien alors, je pense que, à ce stade, les hommes politiques américains doivent rester fidèles à leurs paroles et dire oui, ce n'est pas notre objectif, cela ne fait pas partie de nos intentions. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre mission. Nous ne nous sommes pas engagés à ce que les États-Unis chassent Poutine du Kremlin, nous ne nous sommes pas engagés à mettre fin à l'obscurantisme religieux en Iran, aussi obscurantiste que nous puissions le considérer, c'est leur obscurantisme. Nous n'avons pas l'intention de changer la monarchie constitutionnelle du Royaume-Uni. Bien qu'elle suscite aussi de l'étonnement et, en général, du rire, je dirais même... un rire un peu ironique. Oui, ou bien nous n'avons pas l'intention de chasser les bandits qui ont pris le pouvoir en Somalie, au Darfour, au Soudan. C'est l'affaire des pays et des peuples qui habitent ces pays. Nous n'intervenons pas chez eux. Et pourtant, les Américains, les Européens, l'histoire russe, pour ainsi dire, sont pleines d'interventions visant à changer le régime dans de nombreux pays. Mais sur ce point, notre président, presque libertarien, se distingue. Presque. Vous avez remarqué que j'ai dit oui.
Contrairement aux anciens amateurs de guerre là-bas, qui voulaient montrer quelque chose au monde, instaurer l'ordre, donner une leçon à une petite nation si possible, ce genre de choses. En général, ça n'a pas très bien marché pour le Vietnam, la Corée, l'Irak et d'autres pays comme la Croatie. Nous étions assis. Là-bas, nous essayons d'établir la paix entre ces deux peuples. Nous essayons de continuer à le faire, mais honnêtement, que ce soit l'Iran ou Israël, s'ils veulent continuer à se battre ici, c'est encore une fois une question ouverte à laquelle, je pense, l'Amérique doit répondre elle-même. Mais vous savez quoi? Ne prenons pas encore cette voie, car il y a des nouvelles diplomatiques sur ce front, du moins soi-disant. Et apparemment, les déclarations fermes de Donald Trump à l'égard de Netanyahou se sont avérées efficaces. En réponse à cela, il a maintenant déclaré, je cite, « Israël, ne larguez pas ces bombes. Si vous le faites, ce sera une violation grave. Rappelez immédiatement vos pilotes à la maison. » Donald Trump, président des États-Unis. Cela fait bien sûr référence au fait que, pendant que nous parlions, pendant que Donald Trump tenait cette conférence de presse informelle et improvisée, des avions israéliens, apparemment, étaient déjà en vol et se dirigeaient vers la capitale iranienne, Téhéran. Et pour continuer sur ce sujet, selon lui, Trump, affirme-t-il, a pris le téléphone, a appelé et dit maintenant, je cite, « Israël n'attaquera pas l'Iran. Tous les avions feront demi-tour et rentreront chez eux en agitant amicalement leurs ailes. Vers l'Iran. Personne ne sera blessé. Ce cessez-le-feu entre en vigueur. Merci de votre attention à cette question. » Donc, selon les mots de Trump, oui, c'était juste une petite situation où il fallait un peu remettre les enfants à leur place. D'accord, vous savez, ils sont juste... D'ailleurs, il a absolument raison de dire qu'ils se battent entre eux. Ça dure déjà depuis très longtemps ici, je veux dire pratiquement depuis le tout début de la révolution islamique, en 1970, n'est-ce pas? Ce conflit se déroulait à la fois formellement et informellement, et dans ce cas, il a essentiellement dû simplement leur dire à tous les deux, arrêtez ça. Un seul pays. Le Pakistan a soumis au comité Nobel une recommandation pour attribuer le prix de la paix à Donald Trump. Je me demande si l'Iran ou Israël vont soumettre une demande similaire au comité Nobel. Je conseillerais vivement à Israël de le faire. Je comprends parfaitement que les Israéliens soient très bouleversés en ce moment. Encore une fois, l'Amérique ne leur permet pas d'achever l'ennemi. Mais la différence entre les situations précédentes et celle-ci, c'est que l'Amérique vient tout juste de faire ce qu'Israël lui-même ne pouvait pas faire. Et l'Amérique est maintenant plus amicale envers Israël, peut-être plus que ces 50 dernières années. Il convient de noter que, selon les informations dont nous disposons, nous avons effectivement un rapport indiquant que des explosions ont retenti à Téhéran malgré l'ordre de Donald Trump à Israël de cesser les frappes. Donc, il n'est pas clair si ces rapports, vous savez, sont confirmés. Était-ce autre chose? Les explosions ont-elles touché quelque chose? Était-ce significatif? Il est difficile de le dire avec certitude, mais il convient de le mentionner ici. N'est-ce pas? Vous pourriez voir une évolution des événements où personne ne sait ce qui va se passer ici, n'est-ce pas? Parce que, selon le message présenté ici, des explosions ont retenti mardi à Téhéran. Bien que Donald Trump ait déclaré qu'Israël avait annulé les frappes aériennes sur son ordre afin de préserver le cessez-le-feu qui venait d'être établi. 2 témoins contactés par téléphone dans la capitale iranienne ont déclaré avoir entendu 2 fortes explosions. La radio de l'armée israélienne, ce qui est très intéressant, a déclaré qu'Israël avait frappé une installation radar iranienne près de Téhéran. Donald Trump pense, tout comme votre humble serviteur, que la plupart des révolutions, des changements de régime, des victoires, des forces du bien et de la justice créent de nouveaux régimes qui sont généralement pires que ceux qu'ils ont remplacés par ces révolutions. Eh bien, il y a de nombreux exemples à ce sujet. À mon avis personnel, Donald Trump a raison à ce sujet. Si un changement de régime en Iran se produit naturellement, de manière totalement organique, par la volonté du peuple lui-même, alors, évidemment, l'Amérique n'aura pas vraiment à intervenir pour l'arrêter. Mais je pense qu'en même temps, il convient de noter que nous avons vu à plusieurs reprises au Moyen-Orient et d'ailleurs partout dans le monde comment une intervention soutenue ou imposée par l'Amérique. Le changement de régime conduit non seulement au chaos, mais souvent aussi à une alternative qui s'avère encore pire. Que ce soit la situation en Irak, en Libye, peut-être en Syrie. Mais voyons à quoi cela mènera finalement, pour être honnête. Mais dans cette région, il y a eu de nombreux cas similaires. Oui, parfois, vous savez, un changement de régime peut bien sûr être dangereux, et il est objectivement raisonnable de la part du président Trump de déclarer en fait qu'il se retire. Et encore une fois, les amis, cela montre qu'il était sincère lorsqu'il disait que son problème n'était pas avec le régime iranien lui-même, mais seulement avec le fait que le régime iranien ne possède pas d'armes nucléaires. Voilà le problème. Et c'est là que le désaccord va surgir.
Parce que d'ailleurs, c'est précisément pour cela que dès que Donald Trump a été satisfait d'avoir détruit les installations nucléaires iraniennes, il a en fait dit « OK, l'Amérique s'en va, nous avons terminé, nous n'avons plus d'intérêt là-dedans, faisons une trêve, nous n'allons pas continuer à attaquer l'Iran, et ainsi de suite. » Le problème auquel il va être confronté est le problème qui, à mon avis, crée actuellement une partie de la tension que vous pouvez peut-être observer ici. En dehors du fait que historiquement, l'Iran et Israël ne se sont jamais entendus, la position de Donald Trump est pas d'armes nucléaires, mais pas non plus de changement de régime. Le problème ici, et la source de la tension, c'est que la position de Donald Trump est complètement opposée à celle du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà souligné cela auparavant, mais je vais le répéter encore une fois. Il convient de noter que, pour comprendre la politique de Benjamin Netanyahou, vous avez essentiellement affaire à un homme qui est un véritable néoconservateur d'origine. Et d'accord, bien avant l'arrivée de George Bush fils et tout le reste, Netanyahou appelait déjà au changement de régime en Iran, en Irak. Et même si l'on remonte à l'époque de l'Union soviétique, il fait cela depuis des décennies. Et en fait, à chaque fois, il avançait la même idée principale. Oh, si l'Irak tombe, ce sera bon pour le monde entier, cela arrêtera le terrorisme, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Il dit tout ce temps que le régime iranien doit être renversé, et tout ce genre de choses. Alors écoutez, pour comprendre la différence entre Netanyahou et Trump, voici une sélection d'interventions de Netanyahou à différentes années qui montrent clairement où se situent ses intérêts politiques et quelle est sa véritable motivation. Parce qu'à mon avis, il est important de comprendre cela dans un contexte plus large de toute cette situation. Pendant le premier mandat présidentiel de Trump, ils avaient des relations relativement bonnes. Mais maintenant, la source du nouveau conflit est que Trump 2.0 et Netanyahou occupent des positions diamétralement opposées sur cette question. D'accord, nous avons frappé, et maintenant, que devons-nous faire ensuite avec l'Iran? Pour comprendre cela, il faut se pencher sur la politique de Benjamin Netanyahou. Il est intéressant de voir comment les commentateurs aux États-Unis perçoivent le problème d'Israël et le conflit entre Bibi et Trump qui trouve ses racines dans leur vision du monde. En réalité, Netanyahou adopte le point de vue d'Israël tandis que Trump regarde les choses du point de vue d'une superpuissance qui ne se concentre pas sur une partie de l'ordre mondial mais sur la planète entière. Et son principal représentant, l'Organisation de libération de la Palestine, le terrorisme international, s'effondrera. Si vous éliminez Saddam, le régime de Saddam, je vous garantis que cela aura un impact extrêmement positif sur la région. Nous aimerions voir un changement de régime, du moins moi, à la fois en Iran et en Irak. Maintenant, c'est une question pratique, par où vaut-il mieux commencer? La question n'est pas de savoir s'il faut renverser le régime en Irak, mais quand il faut le faire. La question n'est pas de savoir si vous voulez un changement de régime en Iran, mais comment y parvenir. Y a-t-il d'autres pays contre lesquels vous recommanderiez aux États-Unis de lancer des frappes préventives à ce stade? La réponse est catégoriquement oui. Deux pays sont en concurrence l'un avec l'autre. Qui obtiendra en premier l'arme nucléaire? C'est l'Irak et l'Iran. Mais d'ailleurs, le troisième pays, c'est la Libye. La Libye essaie très rapidement de se doter de la capacité de fabriquer une bombe atomique. Donc maintenant, vous avez trois pays. Ils sont tous ensemble pour arrêter la marche de l'Iran vers la conquête, l'asservissement et la terreur. Je sais que, peu importe de quel côté vous êtes, vous soutenez Israël. C'est vrai, moi. Je le montre parce que je pense qu'il est important que les gens comprennent. Cela montre qu'Israël voit un problème menaçant son existence et se précipite pour le résoudre en mobilisant tous les alliés possibles. Et c'est compréhensible, c'est naturel. Donald Trump dit un point de vue différent, nous ne pouvons pas et nous n'allons pas attaquer tout le monde. Comment faire en sorte qu'il n'ait pas envie de fabriquer des bombes atomiques et qu'il ne veuille attaquer ni Israël ni les États-Unis? Comment faire en sorte que les problèmes ne soient pas résolus à coups de marteau ou de hache? Et Israël a peur que, pendant que nous chercherons cette solution, les Juifs recommencent à être exterminés. Et Israël, les Juifs ont des raisons de s'inquiéter à ce sujet. Moi-même, je suis israélien et juif.
Comme beaucoup de ceux qui regardent cette émission le savent, et il y a cette crainte que si on les laisse passer, tous les Juifs seront exterminés. Comment dire cela plus précisément? On s'est brûlé à plusieurs reprises avec du lait. Nous, naturellement, nous soufflons sur l'eau parce que nous ne savons pas si c'est de l'eau ou un mélange inflammable. Parce que nous avons peur que si nous manquons un seul instant, alors Israël cessera d'exister, et encore 6 millions de Juifs mourront. Voilà avec qui Donald Trump a affaire en ce moment, n'est-ce pas? C'est une personne qu'il faut simplement mentionner comme un fait. D'accord, ce n'est pas controversé, ce n'est pas une théorie du complot. Il a soutenu pratiquement toutes les tentatives de changement de régime des États-Unis et il en a parlé publiquement au cours des dernières décennies, que ce soit en Irak ou en Libye. Actuellement, il espère en fait que la même chose se produise avec l'Iran. Et Trump fait clairement comprendre « non, n'est-ce pas, non, ce n'est pas du tout notre programme ». Et même avant que, d'ailleurs, cette frappe n'ait eu lieu, à la suite de laquelle, en fait, Netanyahou a probablement obtenu ce qu'il voulait, si l'on peut dire ainsi. Il convient de noter que la tension et les désaccords internes existaient déjà avant cela. Il est rapporté qu'il y a eu un appel au cours duquel le vice-président J.D. Vance a en fait accusé Netanyahou de tenter d'entraîner l'Amérique dans la guerre. Et dans tout cela, et cette tension est apparue parce que Netanyahou adopte une position ferme sur cette question. Il a essentiellement dit à Trump qu'il ne valait même pas la peine d'essayer de négocier avec les Iraniens. Trump a répondu non avant de recourir à une action militaire. Essayons d'abord de négocier. Il y avait un échange d'opinions entre eux, on sentait une certaine tension, mais bon, le coup a été porté. Dans ce sens, Netanyahou a stratégiquement obtenu ce qu'il voulait. En tenant compte de cela, maintenant le problème est que Netanyahou n'est pas satisfait, n'est-ce pas? Parce que, comme il le dit lui-même, le changement de régime est son objectif. C'est exactement ce qu'il veut vraiment ici. Il en va de même pour les néoconservateurs américains qui pourraient apparemment être satisfaits de ce qui s'est passé. Tout s'est passé comme ils le voulaient, ils ont obtenu la frappe et le reste, mais remarquez qu'ils semblent tout de même insatisfaits. Lorsque le cessez-le-feu a été annoncé, vous avez peut-être remarqué que certains d'entre eux sont devenus encore plus en colère et irrités. Il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? Je pensais comment que la mission était accomplie, que je pensais pas qu'on avait fait exactement ce qu'on voulait. Non, 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 non. Pour eux, tout cela n'était qu'un prétexte dès le départ pour déclencher une guerre dans le but de changer le régime, n'est-ce pas? Pour déclencher la guerre d'Irak, version 2.0, et Trump s'en est très bien sorti avec ça. Il a mené une opération militaire, il a pris le risque d'une escalade, mais il n'a pas laissé la situation en arriver là et il n'a pas cherché à défendre son héritage. Là-bas, Yasno a clairement fait comprendre qu'il ne croyait pas aux guerres sans fin et qu'il n'a pas cédé à cette provocation. Mais maintenant, vous verrez très probablement à nouveau la même tension qui existait entre Trump et Netanyahou ces derniers mois. Et, à mon avis, cette tension va recommencer à s'intensifier. Je le répète encore une fois, j'espère que tout se résoudra favorablement. Je pense qu'en ce moment, Donald Trump essaie de dire « Écoutez, nous voulons un cessez-le-feu. Il vaudrait mieux que vous le respectiez. C'est nous qui allons fixer les règles dans cette affaire. » En même temps, cependant, une question se pose. S'il décide de continuer à se battre alors que l'objectif stratégique des États-Unis a déjà été atteint, est-ce que les États-Unis devraient vraiment intervenir? Est-ce que cela concerne vraiment les États-Unis? Ou peut-être devrions-nous dire « Nous vous avons dit que c'était fini, nous vous avons dit que vous ne vouliez pas cela ». Si Israël continue dans cette voie, alors en fait, à cet égard, ils resteront seuls. Et ce sera très intéressant à observer, mais encore une fois, les gars, selon Trump, le cessez-le-feu entre de nouveau en vigueur maintenant. Certains disent là que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'après la frappe, il entrera en vigueur. Nous verrons comment cela se passera à cet égard. Mais, pour faire court, il me semble que l'important c'est que, d'après toutes les informations, les États-Unis sont maintenant sortis de cette situation. Nous ne participons plus, c'est clair. Et c'est en fait ce que Trump avait promis, n'est-ce pas? Ne pas entraîner l'Amérique dans la guerre. Oui, c'est ce que Trump avait promis au peuple. Pas de guerre, nous ne commençons plus de guerres longues et épuisantes. Nous résolvons le problème et nous n'intervenons plus, mais nous proposons notre médiation dans les négociations de paix. Le même scénario en Iran, en Inde et au Pakistan. Le même scénario en Ukraine et en Russie. Le même scénario au Moyen-Orient. Nous résolvons nos problèmes, et en réalité, nos problèmes et ceux des Américains sont des problèmes mondiaux. Et nous sommes prêts à servir de médiateurs. Mais si vous voulez faire la guerre, au lieu de chercher des moyens de coexistence pacifique, alors nous vous souhaiterons, je ne sais pas. Nous ne vous souhaiterons probablement pas de succès dans cette affaire, mais au moins, nous vous souhaitons le moins de pertes possible. Et nous partons. Nous ne participerons plus à l'idiotie d'une solution militaire au problème.
Les Israéliens et les Ukrainiens peuvent dire, à propos de notre adversaire, que chacun d'eux dira qu'il est impossible de parvenir à un accord. Mais notre adversaire, même si les Israéliens et les Ukrainiens ne veulent pas le reconnaître, il est possible qu'il ait ses propres peurs, ses propres problèmes, ses propres besoins qu'il faut comprendre et, peut-être, résoudre ensemble. En imaginant l'autre camp comme des fanatiques devenus fous, on ne trouvera jamais de solution ainsi. Cela signifie prolonger les guerres, les meurtres, les morts et les cauchemars. Et la possibilité d'une annihilation totale de l'un ou l'autre camp, soit simplement comme les janissaires avec des sabres, soit avec la bombe atomique. Il existe peut-être un compromis, je ne sais pas. Les États-Unis ont trouvé ce compromis avec le Qatar, ils ont trouvé un investissement d'1 trillion et le Qatar a immédiatement cessé de soutenir les Palestiniens, y compris ceux qui étudient dans nos universités. Ils ont trouvé des moyens avec l'Arabie Saoudite, oui, lesquels je ne sais pas, mais ils les ont trouvés déjà pendant le premier mandat de Trump. Ils ont trouvé aussi avec l'Inde et le Pakistan. Autrefois, les Allemands et les Français ne pouvaient pas coexister. Aujourd'hui, plus personne ne s'en souvient. Combien de générations sont passées? À peine quelques-unes. Il y a encore des gens vivants qui ne supportaient pas les Boches sur le quai. Aujourd'hui, plus personne ne s'en souvient. S'il y a quelqu'un à la Maison-Blanche capable d'amener les partis à se comprendre, à trouver des compromis, à résoudre les problèmes, même si cela exige quelques concessions mutuelles. Des danses, des choses, je ne sais pas. Je ne vois pas de solution au problème aujourd'hui. Entre Israël et l'Iran, je n'en vois pas. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est justement pour cela que je ne suis pas président des États-Unis d'Amérique, car il ne me viendrait même pas à l'esprit de la créer d'une manière ou d'une autre. Mais celui qui est actuellement à la Maison-Blanche, lui, ça lui vient à l'esprit. Et il faut en profiter. D'accord, messieurs. Je comprends parfaitement que ce que j'ai dit à la fin provoquera du rejet, de l'irritation, mais je vous demande vraiment de comprendre que je suis entièrement du côté de ceux qui sont attaqués, que ce soit du côté ukrainien ou israélien, que ce soit du côté israélien ou ukrainien. Mais néanmoins, je pense qu'il faut profiter de Donald Trump car c'est une chance unique de trouver une solution au problème. Que cela réussisse ou non, je ne sais pas, mais il faut absolument essayer. Sous-titres réalisés par